Bonjour à tous. Un immense merci à tous de nous rejoindre sur ce webinaire ce matin. Pierre Gide, une vie d'avocat. Nous sommes réunis ce matin autour de Gide. C'est notre point commun à tous qui sommes devant nos écrans aujourd'hui. Gide, ce nom figure sur nos CV à tous. Il a marqué une période plus ou moins longue de notre vie. Gide est associé à des souvenirs exaltants ou parfois difficiles. Gide est associé dans tous les cas à notre plongée à tous dans le métier d'avocat d'affaires. Mais Gide, c'est aussi un prénom, Pierre. Pierre Gide, c'est un homme qui a appris le droit à Paris et à Londres, qui est devenu avocat, qui a eu une épouse, qui a connu deux guerres. La première, à l'issue de laquelle il fut récompensé, la seconde, à l'issue de laquelle il fut sanctionné. Cet homme, Michel Guénère, a pris le temps de le découvrir, de le comprendre et de nous l'expliquer. Il lui rend hommage dans une biographie très fouillée qui s'efforce, je fais la présentation comme à la télé, qui s'efforce de restituer sa vie d'homme et sa vie d'avocat, traversant de guerre, les injustices de son époque, sous le regard de sa profession et sous le regard de ses clients. On y découvre qu'il a bousculé à plein d'égards la pratique du métier d'avocat. C'est peut-être ça, ce fameux esprit Gide, qui lui a survécu et qui anime toujours son cabinet 100 ans après sa création. À l'époque où les avocats exerçaient seuls, recevaient à leur domicile, contre la rémunération que fixait le client, on découvre combien Pierre Gide a été un précurseur, grâce à Michel. Il a été un des premiers avocats au barreau de Paris et de Londres, certainement ce qui l'a ouvert à la pratique des cabinets anglo-saxons qui avaient déjà fait leur révolution. Il était leur correspondant à Paris. Il a été le conseil d'entreprise qu'il allait voir partout dans le monde, associant l'avocat aux affaires, un des premiers du genre en France. Résistant et juriste téméraire, il a pour ses clients opposé la convention d'armistice aux intérêts allemands. Il a toujours travaillé en équipe, s'entourant de collaborateurs de toutes origines. Il a conduit le barreau à reconnaître les associations d'avocats. Il en a créé la première. Il a fait entrer dans l'association une femme dès 1964. Préfigurant de l'implantation internationale du cabinet, ses collaborateurs ont exercé depuis Tanger, où le cabinet s'est implanté en 1951. Il a enfin su pérenniser son cabinet, après lui, en faisant confiance à ses associés. Cette survivance est un fait exceptionnel au barreau de Paris. Michel, un immense merci de ce très beau livre qui est illustré de beaucoup de documents personnels et professionnels, de jolies photos, de documents historiques passionnants et qui nous fait traverser une passionnante vie d'avocat. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse écouter Michel qui va nous parler du fruit de ce travail colossal qu'il a mené. N'hésitez pas à poser des questions. Je crois que vous avez une section prévue à cet effet. Vous ne pouvez pas prendre la parole en direct sur ce webinaire, mais par le biais des questions que vous poserez, je me permettrai de les relayer à Michel qui se fera un plaisir de vous y répondre après son intervention. Michel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Bénédicte. Ces premiers mots me touchent. Ils introduisent un sujet qui est un grand sujet. Et quand je t'écoutais, comme lors de la conférence que nous avons tenue il y a 2 jours dans les locaux du cabinet, je mesure combien tout ce travail finalement était attendu et combien dans le Gide actuel comme dans les anciens Gides que nous sommes tous, il y avait cette curiosité qui n'avait été jamais jusqu'à ce jour réellement satisfaite. J'ai mené ce travail durant 4 ans en utilisant, grâce au service de documentation de Gide, les archives personnelles de Pierre Gide, mais aussi en ayant retrouvé sa famille du côté de son frère,
qui m'ont donné beaucoup d'éléments sur la vie de Pierre Gide. Et c'est vrai, comme tu le dis, Bénédicte, nous sommes tous gidiens, mais nous ne connaissons pas Gide. Et c'est pour répondre à cette énigme, ce mystère, cet oubli sans doute aussi, que j'ai entrepris ce travail. Je suis content de l'offrir à vous, mes premiers lecteurs, mais aussi au cabinet. Et ceux parmi les anciens qui nous écoutent ce matin savent combien j'ai été attaché, je reste et je serai toujours attaché à ce cabinet à travers une personne qui était inconnue et qui maintenant m'est familière et que je souhaite du fond du cœur vous rendre à votre tour familière. La famille Gide a son berceau dans la région d'Ugès, près de Nîmes, dans le Gard. Elle est une famille protestante avec une ramification très importante, mais elle quitte la France à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle parce qu'il y a la répression des protestants à la suite de la révocation de l'île Nantes. Il y a ainsi 2 Gides qui vivent à Berlin et puis, les temps devenus plus calmes, cette famille peut revenir. Elle revient dans sa branche principale à Uzès, mais une branche reste, si j'ose dire, accrochée à l'arbre d'Alsace, et c'est la branche à laquelle fait partie Pierre Gide. C'est une branche catholique, à l'opposé de la branche d'Uzès, de Nîmes et du Gard, qui est protestante. Et le père de Pierre Gide, né en 1854 à Saint-Amarin, un petit village du Haut-Rhin, la famille s'installe dans cette région un certain temps. Quand arrive 1870 et l'occupation de l'Alsace par les Allemands, la famille décide immédiatement de quitter l'Alsace et de regagner la France. Or, l'Alsace et la Moselle, ainsi, Pierre Gide ne connaîtra pas lui-même personnellement l'Alsace dans laquelle ses parents ont vécu. Son père s'engage dans l'armée. Il fait une carrière dans la marine coloniale. Il sera muté en Indochine. Je crois avoir appris qu'il avait perdu là-bas un enfant. Et puis, il est affecté à 2 ports de France. Le premier, Cherbourg, où le 13 octobre 1886 naîtra Pierre Gide. Puis, il sera muté à Lorient, où le 8 août 1891 sera muté le père de Gide et naîtra le frère de Pierre Gide, René Gide. Ainsi, Pierre Gide a une enfance qui est à la fois en Normandie et en Bretagne, si j'ose dire, une enfance loin de Paris. Il n'est donc pas d'une famille bourgeoise parisienne. Pierre Gide est dans des régions où l'on voit par le nord l'Angleterre, à l'est la France, et puis à l'ouest, la France, l'ancienne Alsace que connaissait sa famille, et à l'ouest des États-Unis. Et surtout l'Angleterre et les États-Unis, c'est comme des terres promises que l'adolescent Pierre Gide voit avant qu'il les connaisse professionnellement. Il passe son baccalauréat à Rennes en 1904, et puis il monte à Paris faire des études à la faculté de droit de Paris, dont il sort diplômé d'une licence en 1907. Pierre Gide alors se tourne vers la carrière d'avocat. Il prête serment le 7 janvier 1908 et, premier élément très étonnant, auquel vient de faire référence Bénédicte, très peu de temps après, Pierre Gide quitte Paris et va à Londres étudier à l'une des 4 Inns College qui forment outre-Manche à la profession d'avocat. Le 3 février 1908, très précisément, Pierre Gide arrive à Londres. Qui a pu l'inspirer pour ne pas être un avocat comme les autres, c'est-à-dire rester à Paris, faire un stage, et puis devenir le collaborateur d'un avocat installé, et puis se vouer à la carrière habituelle, traditionnelle, peut-être limitée, des avocats à cette époque. D'après mes recherches, c'est son oncle,
celui qui a épousé la sœur de son père, le grand Louis Sarru, qui va influencer Pierre Gide. Louis Sarru, c'est le grand homme de l'époque. Il a été procureur général très tôt dans 2 villes de France. Il accède à la Cour de cassation, dont il sera premier président, et il est un homme de grande, grande notoriété. Louis Sarru souhaite ainsi que Pierre Gide fasse ou entreprenne une carrière d'avocat totalement inédite. Et on voit à ce stade que Pierre Gide a vécu dans sa famille et que sa famille l'a aidé à s'orienter différemment des autres. Il a ainsi, avec bonheur peut-on dire, découvert des soutiens et vécu avec son petit frère, sa mère. Là, on voit Pierre Gide en costume de marin comme c'était l'usage dans certaines bonnes familles d'autrefois. Et le père, dont je vous ai parlé, le père militaire, et ce fameux Louis Sarru, dont je viens de vous parler. Voilà donc Gide, armé par sa famille, et qui d'ailleurs aura toute sa vie le sens de la famille. Il prêtera serment le 10 mai 1911 au barreau de Londres. Il est barrister at law, et le voilà, à l'aube du siècle dernier, à la fois avocat au barreau de Paris et avocat au barreau de Londres. C'est un fait inédit. D'abord parce que personne à Paris n'est avocat à Londres, et qu'ensuite, aucun avocat anglais ne peut l'être à Paris, puisqu'il fallait, à l'époque, avoir la nationalité française pour être avocat au barreau de Paris. Fort de cette diversité, Gide piaffe d'impatience pour découvrir, exercer le métier, mais il va être incorporé, il fait son service militaire en 1913 et surtout éclate la Première Guerre mondiale en 1914. Juste avant, il rencontre une jeune fille, blanche, Sergine, avec laquelle il entretient une correspondance qu'il n'épousera pas tout de suite, puisqu'il l'épousera, comme vous voyez, seulement en 1922, mais qui est un peu en complément de sa belle formation, sa première compagnie sentimentale, on le verra, une compagnie durable. Pierre Gide aime sa famille et Pierre Gide va aimer sa femme. Alors, cette Première Guerre mondiale, elle va bouleverser les plans de Pierre Gide. Il voulait ouvrir son cabinet, il ne peut pas le faire. Il est incorporé dans l'armée britannique, il est agent de liaison interprète. Sa pratique de l'anglais a dû faciliter cette affectation. Et pendant 4 ans, il va être agent de liaison interprète. Il croisera des gens étonnants. Il deviendra un ami d'André Mauroy, qui est comme lui agent de liaison interprète. Et quand André Mauroy publiera son premier roman, Les Confessions du colonel Gamble, il y aura une version illustrée de Dessins de la guerre que réalisera un cousin de Pierre Gide, le petit-fils de Sarru, Paul Sarru. Et puis, il est évidemment éprouvé par cette guerre. Il est personnellement blessé le 30 septembre 1914. Son frère René sera plus gravement blessé à l'occasion de l'attaque du chemin des Dames, qui est l'un des épisodes les plus tragiques de la Première Guerre mondiale. À la sortie de cette guerre, comme tu l'as dit, Bénédicte, et j'ai regardé ses états de service, il est distingué, il est doublement distingué. Il est distingué par l'armée britannique, qui lui donne la Distinguished Conduct Medal. Il est distingué aussi en France, parce qu'il reçoit la Croix de guerre. Le voilà donc couronné de son courage, de sa volonté. Et enfin, cette première guerre étant finie, il va s'attacher à enfin créer son cabinet. Je voudrais juste vous dire à tous un élément de leçon d'histoire que j'ai découvert peu à peu en m'intéressant à cette période.
je crois qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas d'anciens combattants. Il n'y avait que des survivants, c'est-à-dire des hommes totalement bousculés par le destin, qui avaient vécu 4 ans une véritable souffrance et pour lesquels, dès 1918, le retour à l'activité professionnelle, à l'activité tout court, était essentiel afin de tourner la page du cauchemar qu'ils venaient de vivre. Et cet état d'esprit, retourner à tout prix à l'activité professionnelle, ouvrir à tout prix pour un avocat son cabinet, donne peut-être les clés de l'explication de son comportement 20 ans plus tard quand il refusera de fermer son cabinet et qu'il l'ouvrira pour continuer d'effectuer son métier, la profession d'avocat, comme nous le verrons. Pierre Gide, donc, s'installe 64 rue des Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris. En 1920, il ouvre son cabinet. Et aujourd'hui, nous fêtons le centenaire de ce cabinet parce que nous sommes en 2020. Alors en 1920, Pierre Gide se distingue immédiatement, comme l'a également bien rappelé Bénédicte, parce qu'il conseille des entreprises. En effet, l'un de ses premiers dossiers emblématiques est la défense des potasses d'Alsace. Les potasses d'Alsace étaient réunies à l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale et leur séparation de l'Allemagne les a fragilisés. Leur volonté, c'est de passer un consortium avec les potasses d'Allemagne. Elle désigne un avocat, Pierre Gide, et Pierre Gide rédige des actes jusqu'à une convention à San Remo en 1924, des actes qui établissent un consortium entre les potasses d'Allemagne et les potasses d'Alsace. Les États-Unis vont réagir très vigoureusement à cette entente et vont poursuivre les potasses d'Alsace, et il y aura d'ailleurs des démêlés judiciaires auxquels participera Pierre Gide, aux États-Unis même, où il se rend. Il sera d'ailleurs même menacé personnellement pour avoir trop porté les intérêts de cette entreprise aux États-Unis. Mais c'est Gide. Il se bat et il ne craint pas les intimidations du pouvoir, quel qu'il soit. On lui propose même, je l'ai lu dans une lettre qu'il écrit à Blanche, on lui propose même à ce moment-là d'être nommé directeur de la filiale américaine des potasses d'Alsace. C'est stupéfiant. Et dans une lettre coquine, il dit à Blanche, tu te rends compte, ce serait formidable, on vivrait à New York, mais il faut que je demande tel et tel revenu parce qu'il faut vraiment qu'on ait la capacité, mais tu verrais New York, c'est magnifique, etc. Blanche est loin de ce monde, et déjà Pierre Gide vit dans un autre monde. Au-delà de ce client, Pierre Gide a de nombreux clients, personnes morales ou entreprises. Il est le conseil de la célèbre marque de vodka Smirnoff dans un arbitrage à Londres. Il conseille Siemens en France. Mais il a aussi des clients privés parce qu'il devient, dans ces années 20, au début des années 30, vraiment une star. Et il a particulièrement un jour une cliente absolument magnifique, Pauline Parker, qui a une histoire assez savoureuse. Comme vous le savez tous, Charles Lindbergh a traversé les États-Unis en avion et a battu les records de la traversée de l'océan Atlantique, Et un aviateur français veut le défier et souhaite traverser l'Atlantique plus rapidement que Charles Lindbergh. Cet aviateur est Jean Asselin. Simplement, la veille de son départ pour la traversée de l'Atlantique, il est surpris avec une dame, une danseuse de music-hall américain, Pauline Parker, et au petit matin, les policiers américains frappent à la porte, ils l'ouvrent sous la contrainte et lui disent « Vous devez épouser cette dame, sinon vous allez en prison ». Et la prison, pour lui, signifie la renonciation à la traversée de l'Atlantique, et donc il épouse Pauline Parker. Il fait la traversée de l'Atlantique, on l'a peu dit, Jean Asselin pulvérise le record de Charles Lindbergh. Mais Pauline Parker prend, elle, le bateau, et quand elle arrive à Paris, elle rappelle à son mari qu'ils sont mariés, et elle veut vivre avec lui. Mais Jean Asselin lui fait comprendre qu'il ne l'a pas épousée
pour vivre avec elle. Il l'a épousée pour les sauver tous les deux de turpitude judiciaire. Elle n'est pas contente, elle prend un avocat, Pierre Gide. Et la photo que vous voyez, c'est Pierre Gide, le 5 février 1930, et sa cliente Pauline Parker au palais de justice. Regardez-le bien à droite. Personne n'a vu ce visage, peut-être pour beaucoup d'entre vous, avant ce moment. Il a un beau visage. De profil, on voit qu'il a un regard, un front, une mâchoire d'homme très volontaire, sans doute orgueilleux, sûr de lui, l'avocat batailleur. Et c'est vrai que pour nous tous, je parle encore aux anciens de Gide qui avons la représentation d'un Pierre Gide derrière son bureau de l'avenue Georges V, cette photo tranche. Mais il ne pouvait pas ne pas y avoir un Gide jeune, avant le Gide que nous avons toujours vu, plutôt sage, un peu la figure grimée de son cousin lointain André Gide. Cette figure-là, elle explose le personnage. Elle nous montre un autre homme, c'est Pierre Gide de 1930. Ces années sont très heureuses pour lui. C'est aussi des années où, comme l'a dit Bénédicte, il constitue son cabinet collectif. Il va recruter coup sur coup des jeunes collaborateurs qui sont de brillantes personnes. D'abord Sarru, le petit-fils de Louis Sarru, Jean Sarru, qui va l'aider jusqu'à la guerre dans beaucoup de dossiers très précieux, batailleur, protestant, défiant souvent son oncle, Pierre Gide. Mais Pierre Gide lui vouera toujours une grande affection. À côté, Philippe Gastambide. Il a épousé une fille Mirabeau, de la banque Mirabeau. C'est la haute société protestante. Si j'ose dire, il se complète avec Sarru. Et puis, il recrute Raoul Rabinerson, un juif venu de Russie qui a fait déjà plusieurs émigrations. Le pauvre, d'abord, à la suite de la révolution communiste en Russie, il a quitté la Russie pour l'Allemagne, et ensuite, à la suite de l'arrivée des nazis, il a quitté l'Allemagne pour la France. Rabinerson sera un collaborateur de Pierre Gide. Un autre homme apparaît, c'est Alexandrov, un second juif, que Pierre Gide fait travailler plus occasionnellement que Rabinerson. Alexandrov est un camarade de faculté d'Edgar Faure, et dans les mémoires d'Edgar Faure que j'ai lus, Edgar Faure lui rend un hommage étincelant, disant qu'Alexandrov est un génie juridique. Malheureusement, il ne sera jamais avocat comme Rabinerson, seuls le seront Sarru et Gastambide. Et puis d'autres personnes travaillent avec Pierre Gide. Le profil, l'expérience de ces personnes est assez stupéfiant. Il y a un dénommé Pierre-Olivier Lapie qui soutiendra une thèse sur l'État actionnaire et qui, durant la Seconde Guerre mondiale, sera le chef de cabinet du général de Gaulle à Londres. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, aura une très belle carrière de parlementaire. Alors, parmi tous ces recrues, il y a une jeune demoiselle qui reçoit en 1937, qui prêtera serment en 1939. Elle s'appelle Lucienne Frochot. C'est une femme de caractère. Je crois que les plus anciens parmi vous l'ont connue, puisqu'elle a pris sa retraite dans une période beaucoup plus proche de la nôtre. Et comme disait Jean Loiret, certes, c'est une femme de caractère, mais aussi de mauvais caractère. Donc, elle a sa façon de faire. Elle va être très complémentaire de Pierre Gide, sa complice, et elle fera aussi le rôle de l'assistante quand elle formera, après-guerre, les premiers collaborateurs qui deviendront ses associés de Pierre Gide. Dans ces années, Pierre Gide est vraiment celui qui est récompensé. Il est d'abord une vedette. J'ai découvert dans un magazine Vogue de 1929, qui fait la publicité pour les Buick, les grosses voitures américaines, le slogan « Faites comme Pierre Gide, roulez en Buick ». Et puis j'ai découvert d'autres papiers qui parlent de lui et de sa grande intelligence. C'est un reportage de Pierre McHorlan, le grand reporter et écrivain, à propos d'un procès qu'il gère dans les années toujours 30 et 40. Il a aussi dans ces années un procès avec les banques d'Espagne contre le gouvernement républicain espagnol. Les banques d'Espagne viennent le voir, en tout cas un de leurs représentants,
pour leur demander d'intercepter une cargaison propriété des banques d'Espagne que le gouvernement républicain espagnol a chargé sur un navire et qui doit partir bien au-delà de l'Europe, vers la Russie. Il se déplace à La Rochelle, plaide et obtient 2 ordonnances et la saisie et le retour à son domicile des cargaisons qui avaient été indûment embarquées par le gouvernement républicain espagnol. Dans cette même période, il achète une très belle villa qui s'appelle la Chintray, à Jouy, à 10 km de Chartres, où j'ai été, pour voir un peu l'univers dans lequel il vivait. C'est une belle villa et il y passe ses week-ends à la mode anglaise. Pierre Gide est bien installé. Peut-être un autre élément de cette période heureuse. En 1932, il se voit remettre la Légion d'honneur. Il est chevalier de la Légion d'honneur. C'est rare pour un avocat. Et Pierre Gide, ce qui est aussi intéressant dans cette reconnaissance, c'est qu'on voit dans les mérites qui lui sont attribués qu'il n'est pas simplement avocat tout court. Il est écrit avocat des potasses d'Alsace, comme si sa fonction était celle de conseil d'une entreprise particulièrement, mais pas avocat en tant que tel. Voilà Pierre Gide en 1940, installé, homme de la place, connu de beaucoup d'entreprises, mais vous pouvez le percevoir par vous-même, évidemment détaché ou à côté du barreau traditionnel. À l'occasion de ces dossiers, il se déplace. Il fait les premiers voyages internationaux de l'avocat d'affaires. Il va chez le client, alors que l'avocat à l'époque reste chez lui et reçoit le client à son cabinet. Et il travaille en équipe avec les collaborateurs qu'il a recrutés et qu'il forme. C'est donc un Gide qui a inventé, pas à pas, un mode d'exercice de la profession très différent des autres avocats de l'époque. Que l'on compare avec Maurice Garçon, Jacques Charpentier ou Edgar Faure, qu'il a été quelque temps, on voit très bien que le barreau d'affaires, qui est bien installé en Angleterre et aux États-Unis, il est dans la main de Pierre Gide en train de naître en France. Éclate la Seconde Guerre mondiale. Cette période, comme l'a dit Bénédicte, va être une période très troublée, très difficile, qui met devant un choix crucial Pierre Gide. D'abord, le 14 juin 1940, comme tous les Parisiens, il fuit l'arrivée de l'occupant. Il se réfugie à Moulins, chez son ami Ourbach, qui est le directeur général des potasses d'Alsace. Mais le 20 juin, dans une lettre qu'il écrit à Max Schwab, un avocat de Sullivan & Cromwell, il lui écrit « J'ai décidé de regagner Paris parce que le travail m'y attend, j'ai des choses à faire, et donc le cabinet restera ouvert. » C'est le choix qu'il fait. Il aurait pu aller en Angleterre, où il avait évidemment beaucoup de contacts. J'ai des lettres de ses correspondants, j'ai des preuves, des éléments de sa correspondance avec Blanche ou avec ses clients depuis Londres. Il connaît parfaitement l'Angleterre. Il pouvait aller aussi aux États-Unis, il est très proche de beaucoup de cabinets d'avocats américains. Et il pouvait aussi aller à Alger, où il y a beaucoup de gens qui partent à cette période. D'ailleurs, il achète une villa à Alger, à Sarru, le jeune Sarru qui a travaillé avec lui depuis 10 ans et qui y vivra toute la période de la guerre. Mais lui décide de rester. Je le disais à l'instant, ses clients vont avoir besoin de lui, mais aussi ses collaborateurs. Car Sarru est resté à Alger, Gastambide va être incorporé et disparaît, Lapi monte à Londres dans le cabinet du général de Gaulle, et en fait, Pierre Gide se retrouve avec sa secrétaire, une dénommée Mademoiselle Hélène, qui est une forte personnalité, Mademoiselle Frochot, qui est évidemment toujours là, et 3 collaborateurs qui se trouvent être 3 juifs. Rabbi Nerson et Alexandrov, dont je vous ai déjà parlé, mais également Kremer, qui le rejoint à cette période, qui n'est pas avocat, comme les 2 autres, et qui va travailler en sous-main pour aider Pierre Gide. Un autre avocat va le rejoindre à cette période,
qui va être capital dans les années de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, c'est Jean Burguburu. Jean s'écrit J-E-H-A-N, Burguburu, c'est le père de notre ancien associé, tant aimé, qui a été le premier bâtonnier gidien avant notre ami Olivier Cousy. Jean Burguburu était avocat à Strasbourg et à l'arrivée des Allemands à Chuy, ne voulant pas exercer sous leur juridiction, et a rejoint Paris et Pierre Gide aide Jean Burguburu, lui ouvre des bureaux avec sa secrétaire Mademoiselle Mintz, et le ticket apparent Gide Burguburu va fonctionner durant les 4 années. Élément essentiel, Burguburu parle l'allemand, pas Gide. Or, il y a de multiples procès pour des personnes à défendre et c'est Burguburu qui s'y collera. Il s'y collera souvent dans des circonstances dramatiques. Nous avons eu un client, M. Gide, qui était le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies qui a été créé par Étienne Eisenman. Eh bien, cet Étienne Eisenman, qui nous avait appelé au début des années 1990, et il nous avait appelé parce qu'il avait la mémoire, le souvenir, assez émouvant, que son père Jacques Eisenman, arrêté à Moulins, parce qu'il détenait soi-disant trop d'argent par rapport à ce qui était autorisé, avait appelé Pierre Gide, qui avait envoyé Burguburu à Moulins et qui l'avait sauvé. Et c'est longtemps après, le fils reconnaissant de tout ce qu'avait fait Pierre Gide, qui avait désigné notre cabinet pour le conseiller dans le montage du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, qui était un groupement d'intérêt public que j'ai contribué à créer aux côtés de Jean-Marie Burguburu. Il y a aussi d'autres personnes physiques que Burguburu va aider et sauver. Et revenons évidemment au dossier des entreprises qui continuent d'être les clientes de Pierre Gide. En septembre 1940, il reçoit la visite d'Eugène Mirabeau, le président de la Banque Mirabeau, qui possède la compagnie française des mines de bore en Serbie, c'est-à-dire à l'époque en Yougoslavie. Et Eugène Mirabeau, qui a consulté de nombreuses fois Pierre Gide, notamment via Philippe Gastambide, qui a épousé une fille Mirabeau, vous vous souvenez, Eugène Mirabeau lui dit « Nous sommes mis en demeure par l'État allemand de céder les mines de bore, je trouve ça scandaleux. Maître, qu'en pensez-vous » Pierre Gide écrit une protestation, j'ai lu le texte, très vigoureuse, où, comme l'a dit Bénédicte, il prend appui sur la convention d'armistice pour dénoncer la prise de force des mines de bore par l'occupant. Cette protestation va être amenée par les dirigeants de la mine de bore au général Oettinger, qui préside la commission d'armistice, et ce sera, en un mot, la protestation officielle de l'État français contre la mainmise que veulent les Allemands sur la compagnie française des mines de bore. Puis il n'entendra plus parler de ce dossier. C'est seulement en décembre 1940 que les Mirabeau reviennent vers Pierre Gide et lui demandent cette fois-ci de rédiger les actes d'exécution de l'accord qui est intervenu entre l'État français, ce qui fait office d'État français, l'occupant et les dirigeants de la Banque Mirabeau. Ces actes d'exécution sont dans les archives du cabinet, je les ai lus, ce sont des actes très complets, des actes usuels de cession d'une entreprise, très détaillés, très bien écrits. Tout ça se passe en décembre 1940. La cession des mines de bore, pour vous donner un élément de comparaison, c'est le premier M&A, ce sera le plus gros M&A de l'occupation. Et Pierre Gide en est le conseil. Il a d'autres dossiers dans cette période, évidemment très forts. Durant cette période aussi, Pierre Gide rentre souvent à la Châteraie et il va y réaliser plusieurs actes de résistance. D'abord, il apporte sa connaissance de l'organisation armée. Il a été 4 ans engagé sous la Première Guerre mondiale. Il finance 2 réseaux de résistance. Et puis, il participe à des cambriolages de mairies de manière assez pittoresque.
puisque dans l'un de ces cambriolages où on simulait une prise d'otage du secrétaire de mairie qu'on attachait avec des cordes à son siège, on volait les tickets restaurants ou de rationnement pour les donner aux résistants. Et Pierre Gide, dans un de ces cambriolages, avait laissé un billet de 500 francs avec un mot ironique. C'est un joueur. Gide a commencé dans un environnement très sensible, très familial, avec cette Blanche qui va rester sa compagne et sa vraie compagne, son vrai amour. Et puis progressivement, comme il s'affirme, il révèle un caractère pas seulement sensible, mais joueur, parfois un peu flagorneur. D'ailleurs, sa famille que j'ai retrouvée a ce souvenir d'un homme très bien, très heureux, provocateur, très bien dans sa peau. La Seconde Guerre mondiale finie, nous sommes en septembre 1944 et il faut là encore faire une photographie de contexte avant de comprendre le comportement des acteurs. En septembre 1944, les communistes prennent d'assaut la chancellerie. Un dénommé Marcel Villard, W-I-2-L-A-R-D, avec d'autres ex-avocats communistes, s'installe à la chancellerie et Villard sera quelques mois secrétaire général du ministère de la Justice. Il n'y a pas de ministre de la Justice encore. Ce sera Teitgen le premier qui sera nommé par De Gaulle au début de l'année 1945. Il s'installe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Villard était l'un des avocats du gouvernement républicain espagnol opposé à Pierre Gide, qui défendait les banques d'Espagne. Les avocats communistes connaissent parfaitement Pierre Gide. Et comme l'ont écrit plusieurs témoins de cette période, il n'y avait pas que la lutte des Français contre les collaborateurs, il y avait aussi la lutte des communistes contre les capitalistes. Et Pierre Gide est vraiment, voilà, celui qu'on peut considérer comme une cible parfaite, et tout va aller très très vite. D'abord, dès les premiers jours de septembre 1944, Eugène Mirabeau, le président de la banque, est convoqué par le juge d'instruction, Martin, qui l'inculpe et le renvoie tout de suite en prison. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qu'il était à l'époque, et c'était même d'ailleurs assez comique de voir entre de grands acteurs ou de chefs d'entreprise un désordre fulgurant. Les grands avocats de l'époque se sont plaints de ce que leurs clients étaient renvoyés sans motif, sans explication, mais c'était la période très trouble, une période de terreur, une période d'indécision parfaite. Immédiatement, Pierre Gide est désigné conseil de Eugène Mirabeau et écrit une protestation. Alors en 1940, il avait écrit une protestation contre les Allemands, et cette fois-ci, il écrit une protestation contre le pouvoir français, estimant que les conditions dans lesquelles son client est incarcéré sont absolument injustifiées, et il demande évidemment la libération d'Eugène Mirabeau. Et il agace à nouveau le pouvoir, qui ne supporte pas qu'on lui fasse de l'argutie juridique contre quelque chose qu'il estime fondé, à savoir que cette cession qui est intervenue entre la banque Mirabeau et les Allemands doit être punie. Et c'est ainsi, de manière absolument stupéfiante, que Pierre Gide va être à son tour inculpé en sa qualité d'avocat de l'opération de la cession. J'ai lu le procès-verbal de l'inculpation et une déclaration de Pierre Gide qui est absolument magnifique, car il se rebelle contre cette inculpation au nom des droits de la défense et il dit « c'est une atteinte portée aux droits de la défense ». Évidemment, peu de temps après, l'affaire est classée le concernant, il cessera d'être inculpé et aucune qualification pénale ne sera retenue contre lui. Mais les communistes ont la dent dure et n'ayant pu trouver quelque chose à lui reprocher, puisque en réalité ils s'aperçoivent qu'il est intervenu en amont et en aval de l'opération de l'accord entre Mirabeau et les Allemands, en amont en rédigeant la protestation pour le gouvernement français, en aval en faisant des actes d'exécution qui n'étaient pas la négociation de l'accord, ils saisissent le Conseil de l'ordre et demandent au Conseil de l'ordre d'enquêter sur son comportement
Et il lui reproche notamment d'avoir touché beaucoup d'honoraires. Alors, le Conseil de l'Ordre ouvre une enquête et va instruire en écoutant les collaborateurs, tous ceux qui ont pu travailler avec Pierre Gide. Pierre Gide est à nouveau stupéfait, comme il l'avait été de son inculpation. Sur ces honoraires, le Conseil de l'Ordre dira qu'il n'y a rien à lui reprocher, parce qu'il correspond à un travail sérieux et un travail sur des documents très amples. On ne peut pas lui reprocher d'avoir touché ces honoraires. Pourtant, Pierre Gide avait justifié ces honoraires en indiquant bien qu'il les avait partagés à tous ses collaborateurs, dont un d'ailleurs, Kremer, qui touchera une somme importante de ces honoraires. Le Conseil de l'Ordre abandonne la critique sur ce sujet. Mais alors, il lui faut retenir peut-être malgré tout des reproches. Et ils vont finalement reprocher deux choses à Pierre Gide. La première, c'est d'avoir justement rémunéré quelqu'un qui n'était pas avocat, Kremer. Inutile de vous dire comment Pierre Gide est stupéfait de ce reproche, puisque Kremer, d'abord, il le protège, puisqu'il est juif. Il n'est pas avocat, donc il le cache. Il le rémunère parce qu'il doit vivre. Mais on lui reproche d'avoir rémunéré quelqu'un qui n'est pas avocat. Et puis le second reproche, c'est d'avoir manqué de prudence, de dignité dans son comportement comme avocat. Bref, d'avoir été trop au contact de l'ennemi. Mais, le Conseil de l'Ordre décrit, il s'est toujours battu loyalement et efficacement pour ses clients contre les exigences de l'ennemi. En un mot, la justice et le Conseil de l'Ordre écrivent, j'ai le verbatim enfin, que Pierre Gide n'a pas collaboré. Que Pierre Gide a, au contraire, c'est notamment dans le verbatim de la décision du Conseil de l'Ordre, commis de nombreux actes de résistance. Simplement, il dérange. Alors, je me paye le plaisir dans ce livre, puisque j'ai vu quelle était la composition du Conseil de l'Ordre qui le sanctionne, comme je verrai la composition du Conseil de l'Ordre qui continuera de lui attirer des ennuis ultérieurement. Ce sont quand même tous des pétainistes, c'est assez amusant. Le bâtonnier qui sanctionne Pierre Gide était député, et le 10 juillet 1940 a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Tandis que Pierre Gide, patriote, lui faisait quelque chose que ne faisaient pas les avocats. À l'occasion de ce livre, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Robert Badinter, qui a écrit un livre exceptionnel sur le comportement du barreau dans cette période, qui s'appelle Un antisémitisme ordinaire. Et il montre effectivement bien qu'en 1940, le barreau, dans son ensemble, se comporte avec lâcheté de manière incroyable. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils veulent un numerus clausus et ils profitent des lois de Vichy pour l'imposer et exclure de la profession ceux qui sont sans doute leurs meilleurs concurrents. Et après y avoir bien réfléchi et voyant comment il se comportait, comment il écrivait et avec qui il travaillait, en réalité, cet antisémitisme, il lui est totalement étranger. Pierre Gide, avec Alexandrov, avec Ourbach, dont j'ai déjà parlé, est en fait un grand cosmopolite du siècle dernier. Il aime le voyage, il aime le croisement, il aime par-dessus tout plusieurs pays, il n'a rien à voir, il n'est rien du barreau de 1945. Alors la sanction que prend le Conseil de l'Ordre sur les deux motifs d'avoir rémunéré Kremer alors qu'il n'était pas avocat et d'avoir soi-disant manqué de prudence, de dignité selon lui, c'est 3 ans de suspension. Pierre Gide est évidemment abasourdi. Comme c'est un homme d'orgueil, il relève le gant et il donne sa démission. Il envoie une lettre de démission au bâtonnier et il ajoute « Cette démission est irrévocable ». En 1946, Pierre Gide n'est plus avocat. Le cabinet existe, puisqu'il continue de faire une activité de conseil dans le milieu des affaires, mais il n'est plus avocat. Il tente alors une aventure insolite, l'ouverture d'un bureau à Tanger, qui sera fermé quelque temps après. Mais surtout, il reste une grande personnalité que viennent voir les jeunes talents, alors qu'ils savent qu'il n'est plus avocat. Parce que tous les jeunes talents de l'après-guerre qui veulent devenir avocats internationaux
savent qu'il n'y a qu'un seul qui peut leur apprendre cela, c'est Pierre Gilles. Alors certes, il y a 2, 3 autres personnes qui sont apparues entre-temps, dont Henri de Cugy, mais il est le seul à voir la profondeur de l'expérience, et c'est ainsi qu'il reçoit, en 1949, plusieurs jeunes, car il a alors la vocation, l'intention de recruter toujours, comme il avait fait en 1930, et pour assurer la continuité de son cabinet, qui reste sa passion. Il recevra un futur grand avocat, futur garde des Sceaux de la Ve République, mais aussi le fils d'un grand avoué de la place, Jacques Noël. Son fils s'appelle Philippe Noël. Pierre Gilles le recrute. Et puis 3 ans plus tard, en 1951, il voit un jeune qui lui est recommandé par un camarade d'enfance. Il s'appelle Jean Loirette. Il dira à Lucienne Fauchot, j'ai vu le jeune Loirette, il est bien, il est grand. Et ces deux-là, Noël et Loirette, sont allés voir quelqu'un qui n'est plus avocat et vont apprendre le métier d'avocat de cet homme-là, Noël et Loirette. Simplement, au bout de quelques temps, ceux-ci s'impatientent de la situation. Ils ne peuvent pas considérer comme tenable le fait de maintenir Pierre Gide en dehors du barreau. Ils demandent alors à Pierre Gide de faire une démarche pour être réinscrit comme avocat. Pierre Gide leur laisse faire et est d'accord. Donc il écrit au bâtonnier et dit que le temps a passé et qu'il aimerait bien rejoindre la profession. Réponse du Conseil de l'Ordre. Vous nous avez adressé votre démission. Vous nous aviez même écrit qu'elle était irrévocable. On ne revient pas sur une démission irrévocable. Donc on refuse votre réinscription. Et à ce moment-là, c'est Loirette et Noël qui prennent le dessus, qui décident de faire appel et qui gagnent. En 1954, Pierre Gide revient à la barre. Il est à nouveau avocat. Une belle victoire pour ses 2 jeunes collaborateurs, et pour lui aussi, ainsi que pour Lucienne Fauchot, qui a été évidemment de la manœuvre. La même année, 1954, est publié un décret qui permet l'association entre avocats. Pierre Gide réfléchit alors, bien plus qu'en 1949, 5 années sont déjà passées, à donner et à transmettre et à pérenniser ce qu'il a fait. Alors il demande, c'est curieux parce que j'ai lu ça avec beaucoup d'attention, il ne demande pas de créer une association mais un bureau d'intérêt commun parce qu'il craint la réaction du Conseil de l'Ordre qui lui est toujours hostile. Il demande la création d'un bureau d'intérêt commun qui réunirait 4 personnes. Lui, Lucienne Fauchot, Philippe Noël et Jean Loirette. Dans cet ordre. Réponse du Conseil de l'Ordre. Niet. Alors celui-là, le bâtonnier, il est très intéressant parce que le bâtonnier qui refuse la demande de bureau d'intérêt commun formulée par Pierre Gide en 1954, c'est un grand camarade de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il se classe dans la catégorie des Vichysso-résistants. C'est une catégorie qu'on a inventée après coup, qui est assez plaisante historiquement, où on veut nous faire croire que des gens qui étaient très en place à Vichy étaient quand même des résistants. Et il sera un ami durable de François Mitterrand parce que lors de l'affaire de l'Observatoire, que certains d'entre vous connaissent, Mitterrand s'est fourvoyé à se jeter dans un bosquet de l'avenue. Allez, j'arrête mes anecdotes pour attirer l'attention sur lui. Cet homme-là, le bâtonnier qui refuse en 1954 la demande de Pierre Gide, sera le conseil de François Mitterrand. Et quand François Mitterrand se présente à l'élection présidentielle en 1965, ce bâtonnier sera le président de son comité de soutien. Bon, il a le refus de créer un bureau d'intérêt commun de 4 personnes. Il réfléchit et revient vers le bâtonnier en disant on va créer une association de 3 personnes. Lucienne Fauchot, dans ce moment-là, s'efface. Elle pense comme son patron à l'avenir du cabinet et elle pense qu'il revient aux 2 jeunes de monter plutôt comme associés. Et puis ils se parlent entre eux. Et le cabinet, qui aurait dû s'appeler Gide Noël Loirette, dans la logique de l'ancienneté, va finalement s'appeler Gide Loirette Noël.
J'ai posé la question à Philippe Noël, avec lequel je me suis beaucoup entretenu, n'ayant pas eu la chance, pour faire ce livre, d'en parler à Jean Loiret et surtout à mon grand ami Xavier Deroux, qui était décédé. Mais j'ai beaucoup parlé à Philippe Noël. Et d'ailleurs, je lui adresse mes plus vifs remerciements pour sa disponibilité, son attention et son extrême bienveillance. Il m'a dit, vous comprenez, quand on a décidé d'appeler le cabinet Gilles Loiret Noël, ça sonnait bien. C'était un problème pour personne. C'était l'état d'esprit aujourd'hui, à l'époque. Vous imaginez aujourd'hui, pardon, ils ont fondé un cabinet avec des gens qui accepteraient que leur nom vienne derrière celui que, alors que, voilà, cette époque était celle de la fidélité. C'est comme ça que ça s'est construit, avec beaucoup de bienveillance entre les hommes. En 1957, le cabinet Gilles Loiret Noël voit donc le jour. Alors, c'est pas l'une des premières associations, hein, c'est par ordre chronologique la quatrième, mais ce sera la plus durable parce que les trois autres auront une vie très éphémère. Arrive le début des années 60. Pierre Gide a vendu sa maison de Jouy, près de Chartres, la Chintrée, et avec cet argent, il s'est acheté un très bel appartement sur la Croisette à Cannes, où il réside de plus en plus. Il continue de faire de beaux voyages. Il emmène Loiret aux États-Unis. Noël fait beaucoup de voyages également aux États-Unis. Ils vont en Afrique, où Pierre Gide a une activité de droit minier avec beaucoup de clients. Pierre Gide continue de faire des choses fabuleuses du point de vue du droit des affaires dans cette période-là, mais il est atteint d'un cancer. Nous sommes en 1963. Il a eu une opération. Il écrit à ses amis que cette opération s'est bien passée, donc il ne croit pas à sa mort. Et comment un homme si rempli de vie pouvait-il croire qu'il serait un jour arrêté? Et pourtant, le 18 janvier 1964, dans la nuit, il décède à Cannes. Pierre Gide quitte notre monde. Alors s'ouvre la grande période de l'après-Gide, qui court jusqu'à nos jours. Une grande période où d'aucuns reconnaîtront qu'il est passé dans un oubli total. Cet homme si vivant, si présent, dans cette période historique que j'ai tenté de vous résumer, mais évidemment, un livre ne se présente pas, un livre se lit. Eh bien, Gide tombe dans un oubli fulgurant. C'est peut-être à l'occasion de la recherche que de jeunes associés ont entrepris chez Gide pour relancer le marketing du cabinet, que le mot Gide est apparu plus fortement peut-être que les deux autres, sans qu'évidemment le cabinet ne change de nom. Mais Gide réapparaissait sans qu'on connaisse la personne, et je suis ainsi heureux que, bien au-delà d'une apparition de marketing, sa personne, aujourd'hui, grâce à mon travail et grâce à la bienveillance des lecteurs que vous serez, j'en suis sûr, je l'espère, fera que Gide deviendra une personne qu'on connaît, une personne qu'on découvre, et je l'espère, une personne qu'on aime. Merci. Merci infiniment, Michel. Je vois une question qui vous est posée. C'est manifestement un travail colossal que vous avez fait de recherche, de fouilles, d'archives. Vous disiez que vous aviez rencontré sa famille, parlé beaucoup avec Philippe Noël. Concrètement, depuis quand avez-vous entrepris ce travail et c'est combien de temps, quel type de sources, quelles archives vous avez consulté pour reconstituer comme ça cette vie de Pierre Gide? Il y a à peu près 4 ans, à l'issue d'une péripétie politique personnelle, je désirais participer à la primaire de la droite et du centre, mais ça n'avait pas été rendu possible. J'ai décidé de ne plus écrire d'essais politiques et de me vouer à un travail littéraire dont j'ai intimement besoin à côté de mon travail professionnel, que je rassure les anciens gidiens, je continue de faire honnêtement. Mon éditeur
Cohen m'avait dit souvent, tâche-toi une biographie, et surtout dans des moments où tu peux prendre une conférence. Et la première idée, Bénédicte, était une biographie de Jean Loiret, que j'ai évidemment infiniment admiré, mais je l'avais peut-être trop côtoyé sur la fin, et je n'avais pas la distance suffisante. Et puis un samedi matin, comme tu sais, comme peut-être d'autres savent, je travaille en écriture, l'idée de Pierre Gide était une évidence. J'ai immédiatement été voir le lundi matin Baudouin de Moucheron pour lui demander l'autorisation de consulter les archives de Pierre Gide. Il me l'a donné. Je le remercie lui également. Et pendant plusieurs mois, j'ai lu 30 cartons d'archives, l'un après l'autre. Et je m'étais fixé un but, c'est que je ne poursuivrais pas ce travail si j'apprenais que Pierre Gide avait collaboré. Parce que, d'abord, c'était contraire à mes racines personnelles. Mon père avait 18 ans à l'armée en 1940. Voilà, je suis aussi militaire, très patriote. Je n'aurais pas accepté d'écrire sur un homme qui fait ça. Et puis surtout, je n'aurais pas mon cabinet. Mais j'ai découvert qu'il ne pouvait pas collaborer. Et j'ai découvert, page après page, quelque chose comme une immense injustice. Alors j'ai quitté mes recherches historiques, de la recherche de la famille. Je n'ai pas dit une chose, on ne peut pas tout dire. Et Pierre et Blangy n'ont pas d'enfants. Par contre, son frère René aura 3 enfants qui auront petits-enfants de René Gide. J'ai cherché à travers cette famille qui m'a apporté beaucoup, beaucoup d'éléments, de témoignages, de photos. Et en croisant les archives professionnelles et des témoignages privés que j'ai construit peu à peu la trame de ce récit. Ensuite, je suis allé dans beaucoup d'endroits, j'ai été de leur devoir certifié, gens d'honneur, parce que j'y ai un accès, et puis aussi l'archive de la préfecture de Paris. Je tiens à dire d'ailleurs que beaucoup de personnes qui m'ont accueilli dans les grands services publics des archives sont comportées avec beaucoup de gentillesse. On dit souvent du mal de nos services publics. J'ai trouvé au contraire des gens extrêmement dévoués. J'ai été à Cannes, et à Cannes, pour voir où était sa tombe, où avait été enterré son époux, était extrêmement aidé par des gens très gentils. J'étais au Châtelet, je suis devenu un ami du maire du Châtelet, et puis j'ai parlé à des personnes qui ne l'avaient pas connu. Voilà un peu quel a été le spectre de ce travail, chère Bénédicte. Merci et bravo, parce que n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de poser des questions à Michel. Moi, j'avais prévu de vous poser la question de savoir si vous aviez prévu de faire une biographie de Jean Loiret. Donc, j'ai un peu ma réponse. Et dans le bouquin, vous développez à la fois la méthode, vous évoquez la méthode de Pierre Gide proche dans ses dossiers, et vous évoquez aussi les 3 directions qu'il donne à ses jeunes associés et à son cabinet. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots, et surtout quel message pour les nouvelles générations d'avocats d'affaires, puisqu'on a vu Pierre Gide a été quand même un grand précurseur. Quelles leçons vous tirez de cette vie de Pierre Gide pour nos futures générations d'avocats d'affaires? C'est un point très important. Gide, ce n'est pas seulement ce parcours, ces dates, ces péripéties. C'est l'homme qui a la conviction d'une méthode. Alors, cette méthode, d'abord, elle repose sur le travail collectif. Tous les avocats de l'époque, quand ils font travailler des collaborateurs, ceux-ci viennent au cabinet prendre un dossier, retournent chez eux le travail et reviennent. Un peu comme les collaborateurs des avocats au conseil aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Vous l'avez vu, dans les années 30, Sarru, Gaston Bide, Rabin Erson, Frochot avaient leur bureau au cabinet. Donc il fait un travail collectif, et d'ailleurs il instaure des règles coutumières, il prend le thé avec ses collaborateurs à 17h. Il a
l'adaptation du travail. Je crois qu'il l'a appris à Londres, c'est indiscutable. C'est pas du tout la méthode française. Ensuite, j'ai découvert dans ces brouillons un plan qui est absolument stupéfiant de simplicité. Plusieurs fois dans des dossiers, parce que tous les brouillons ont été conservés, il construit son raisonnement en deux parties. Première partie, position du problème. Deuxième partie, solution. Alors, évidemment, il dit que tu vas me dire, c'est vraiment quelque chose d'une banalité totale que de positionner le problème et de chercher une solution. C'est très important parce que c'était un avocat épris d'efficacité. Pour lui, le but, c'était la solution donnée aux clients. Ce n'était pas la consultation qu'on donne où on les esbrouffe avec plein de citations où finalement on perd le client. On perd Et ça, c'est une filiation qu'il y a eu chez Gide. Moi, que j'ai apprise en direct plusieurs fois de Jean Loiret, mais aussi de Tellier de Roux. Je me souviens, la première consultation que je fais pour Tellier de Roux, moi, je suis arrivé après une carrière universitaire chez Gide, je ne suis pas un bébé gidien. D'ailleurs, je n'avais pas la légitimité d'un bébé gidien, mais c'est comme ça. Et donc, Xavier de Roux me demande une consultation. Je la fais évidemment avec beaucoup de scrupules, un peu d'écriture. Xavier lit cette consultation, prend sa plume et il écrit en bas de cette consultation: voici pour le droit, point, à la ligne, en fait, virgule, je vous propose. Et j'ai compris que le raisonnement juridique, il devait être voué à donner une solution au client. Et c'est quelque chose que je vois souvent disparaître dans la préparation du travail, de consultation, particulièrement de jeunes avocats, Bénédicte, c'est que souvent, ils amassent des sources et ils ne donnent pas de direction au client. Et je pense que l'une des méthodes fortes de Pierre Gide a été de donner cette direction. Je trouve que c'est vraiment le point le plus important. Ensuite, il a appris à ses associés, il leur a demandé de rester sur l'international. La vocation internationale de Gide, elle est entière. Pourquoi? Je le dis avec vérité, le jour où Gide n'est plus international, Gide n'existe pas. On a eu dans les périodes de crise des velléités de resserrement de notre réseau. C'est pas Gide. Gide a créé 12 bureaux des potages d'Alsace dans le monde entier entre 1924 et 1929, je le dis dans le livre, et il a dit à ses deux associés, Jean Loiret et Philippe Noël, maintenez une carrière internationale. Et dernier point peut-être, Bénédicte, sur la méthode gidienne, c'est il faut associer, il faut pas se fermer. Et ça, c'est aussi très fort, parce que Pierre Gide, vous imaginez tous, arrivé avec la clientèle qu'il avait, il pouvait laisser fermer la maison et puis être très heureux, personnellement. Non, il fallait reculer. Et il y aura donc Jean Loiret, Philippe Noël, je reprends l'ordre qu'ils avaient décidé, hein, mais non, il est avant Jean Loiret. Lucien Frochot est avant eux d'ailleurs. Et puis, hormis les quatre là, Gide, Frochot, Noël, Loiret, et il y aura deux jeunes qui vont arriver, Marty Lavozelle, qui sera le 5e, Xavier de Roux, qui sera le 6e, etc., etc. Ça, c'est une volonté qu'a eu Pierre Gide de faire que le cabinet serait ouvert à l'association. Voilà. Et je pense que, et encore dans notre ADN, nous sommes chaque année en train d'instruire des candidatures à l'association mondiale de Gide. Je crois, on dit que vous êtes plus au courant que moi sur les décisions, les instructions actuelles, et pour l'année prochaine, on a encore 8 candidatures. Donc, Gide maintient ce cap de l'association de jeunes talents pour maintenir l'ouverture et sa présence dans toutes les générations, dans tous les secteurs de droit. Merci beaucoup, Michel. Juste, je ne sais pas si c'est un problème technique, mais effectivement, vous avez diffusé des photographies. Elles n'ont pas toutes été diffusées. Il y en a bien plus que celles qui ont été produites. Et vous les trouvez dans le bouquin, dans le livre, pardon, de Michel. Et comme je le disais en introduction, à la fois professionnel et personnel, et ça donne une belle illustration de cette vie que Michel
vient d'évoquer. Je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie, Michel, au nom de toutes les personnes qui se sont jointes à nous ce matin, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Bénédicte, merci à tous, à bientôt. Au revoir.